Amis réfractaires, aujourd'hui, on ne va pas parler de la mort de l'autre là en Angleterre, mais d'un sujet un peu plus intéressant qui va permettre de faire un suivi sur la précédente vidéo sur l'électricité que vous avez été très nombreux à regarder. Et là, on expliquait un petit peu le fonctionnement du marché de l'énergie, du fait que l'Europe et les États européens ont fait de la merde là-dessus. Et là, il y a eu une petite nouvelle, puisqu'il semblerait, je dis, c'est important la nuance, il semblerait que la Commission européenne ait retrouvé raison et qu'il propose un plan pour essayer justement de réguler un petit peu ce marché des énergies européens et du coup de nous sortir de cette impasse qu'on avait décrite dans notre précédente vidéo. Et donc on va parler un petit peu de ce plan-là, même si on n'a pas les détails, on a quand même les grandes lignes qui vont nous permettre d'analyser ça, de faire une critique de ça et ça va nous permettre d'avoir une continuité dans ce qu'on dit, voilà, comme ça on balance pas juste un pavé dans la mare en disant bon bah vas-y ça c'est fait. Non, il y a de la continuité puisque maintenant on fait plein de petites vidéos depuis le financement de cet été. Alors on va regarder évidemment un article des Échos. Il parle donc du prix de l'électricité, le plan que Bruxelles veut soumettre au 27. Alors l'article est librement accessible, donc vous pouvez y aller, nous on va juste regarder 2-3 petits trucs. La présidente de la Commission européenne, Ursula, recevra ce mercredi midi à déjeuner des ambassadeurs des 27 États membres de l'Union européenne pour évoquer un discours sur l'état de l'UE qu'elle tiendra le mardi 14 septembre au Parlement européen. Et quand je fais cette vidéo, il est minuit 23 le 10 septembre. Le sujet de l'énergie dominera les échanges alors que le prix du gaz et de l'électricité pose un problème politique et social à tous les États membres. Selon nos informations, la Commission fera circuler plus tard un non-paper, je ne sais pas trop ce que c'est, qui rassemblera les grands axes de sa réflexion actuelle pour les interventions urgentes à mener pour prévenir le marché intérieur et soulager aussi bien les ménages que les industriels. Le tout sans aller à l'encontre des efforts de décarbonisation de l'économie menés par le Grand Deal européen. Évidemment. Déjà là, ce qui est évident et ce dont on ne parle nulle part et qu'il faut bien avoir conscience dans cette situation, c'est qu'ils disent, tu vois, avoir des grands axes de réflexion, machin, par rapport à l'urgence. Alors là, on va voir les différents axes, il y en a 4 différents, si je dis pas de bêtises, mais en gros, on va voir ça. Mais déjà, ce qui est très important de comprendre, c'est que là, ils parlent d'urgence. Mais en fait, l'urgence, elle était hautement prévisible. À partir du moment où les États européens ont acté le fait qu'ils allaient faire des sanctions contre le pays dont ils dépendent entièrement au niveau des énergies, c'était évident que ça allait partir en cacahuète, le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et que vu que le prix de l'électricité était annexé au prix du gaz, du machin, du truc, c'était évident que ça allait mettre énormément d'industriels dans la merde et énormément de ménages dans la merde. Et donc, ils pensent que maintenant, ce qui était prévisible il y a 6 mois. Ils ne pensent que maintenant les conséquences de leur acte. Et ça, c'est déjà l'immense critique qu'on peut faire, qu'importe ce qu'ils veulent faire, même si c'est quelque chose de très bien, le faire que maintenant, à partir de septembre, c'est vraiment criminel de leur part. Et ça, au-delà des débats de est-ce qu'il fallait avoir ou non des sanctions au niveau de la Russie. C'est un peu comme le débat sur le nucléaire, tu vois. Que tu sois pour ou contre le nucléaire, s'il y a du nucléaire, il faut que ce soit bien fait. Ben là, c'est pareil. Au niveau des sanctions, que tu sois pour ou contre les sanctions, si ça a été décidé de le faire, il faut bien le faire. Et là, ça a été mal fait, ça a été pas préparé. Et du coup, on gère aujourd'hui les urgences qui étaient prévisibles il y a 6 mois. Et donc, quelles sont les urgences selon la Commission européenne? C'est d'abord de lisser les pics de demande. Parce que comme vous le savez, peut-être, si, ça c'est pas mal ça maintenant. Tu sais, tu as les différentes sources d'énergie, donc les énergies renouvelables, le nucléaire, l'hydraulique, le gaz. En gros, c'est ça. Et les énergies renouvelables, l'hydraulique et le nucléaire, c'est des productions qui sont constantes. D'accord? Sauf que des fois, tu as des pics de consommation et pour régler ces pics de consommation, on lance des usines à gaz qui, elles, sont très réactives et qui permettent de produire suffisamment d'électricité pour satisfaire cette consommation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les pics de demande. Et donc les pics de demande sont gérés par les centrales à gaz et vu l'évolution du prix du gaz, eh ben forcément, ils essayent de lisser un petit peu ça. Sauf que le problème, c'est que nulle part, ils disent comment est-ce qu'ils vont réussir à lisser cette demande. Ils disent qu'il faut faire des économies intelligentes. Tu vois, des économies intelligentes. Concrètement, comment est-ce qu'on lisse ces demandes-là? Eh bien, on ne sait pas. Il y a tout un délire aussi de réduction de consommation de gaz, de réduction de consommation d'électricité, etc., etc. En fait, ils sont en train d'essayer de nous faire passer pour une espèce de sobriété énergétique pseudo-écolo, ce qui s'appelle en fait concrètement une récession économique. Sauf que, encore une fois, on utilise l'écologie, non pas pour faire la critique de la production ou la critique de la consommation, mais pour faire passer une austérité qui, concrètement, va mettre des millions de personnes dans la misère. Parce qu'on peut dire, tu vois, moi, je ne suis pas contre l'idée de diviser le PIB, parce qu'on produit beaucoup trop de choses qui ne sont pas forcément utiles et que au niveau de nos ressources, au niveau de nos énergies, ça ne va pas suivre longtemps. Donc oui, il faut remettre en question notre production, notre consommation. Sauf que là, ce n'est pas fait de manière intelligente, ce n'est pas fait de manière planifiée. Et donc, ça va mettre des millions de personnes dans une misère noire.
au nom de l'écologie. Du coup, tu vas avoir plein de gens qui vont dire « Ah bah l'écologie c'est ça, c'est les écotaxes, les machins ». Et ils ont raison, puisque concrètement l'écologie n'est servie comme argument par nos gouvernants, et notamment par Bruno Le Maire là, dans ses récentes interviews, que comme un argument anti-pauvre en fait. Et ça, on va le payer à un moment ou à un autre, parce que la transition écolo, elle va être beaucoup plus dure à construire, puisqu'il va falloir d'abord casser toute cette structure-là, ce greenwashing-là dégueulasse, et ça va nous coûter cher. Et surtout, ils disent ça alors que... je veux dire, on remplace du gaz russe par du gaz de schiste états-unien. Fermez vos gueules, quoi, à un moment donné. Mais bon, c'est ce qu'ils font quand même. Il y a un double discours qui est un peu absurde et qui va pas tenir très longtemps. Tu vois, tu peux pas te faire passer pour écolo en faisant des dingueries comme ça. Et encore une fois, le problème des pics de la demande au niveau du gaz était hautement prévisible depuis 6 mois. Ils n'ont rien fait. Ils pensent qu'à maintenant peut-être envisager de lisser les pics de demande sans dire comment ils vont faire. À un moment donné, s'il n'y a pas suffisamment d'énergie, il va y avoir des coupures. Donc qu'est-ce qui va être coupé et qu'est-ce qui ne va pas l'être? Eh bien, ça va être décidé au dernier moment sans aucune planification, alors qu'on aurait pu organiser des roulements avec l'industrie. On aurait pu passer l'été à faire des réunions, à faire des assemblées pour décider de quoi est-ce qu'on a besoin. Et dans ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qu'on peut faire rouler, etc., etc. Mais là, non, là, c'est vraiment au dernier moment. Alors, à l'instar du duo franco-allemand, Bruxelles veut ensuite mettre en place une contribution financière des producteurs dits inframarginaux, dont le coût de production sont inférieurs à ceux d'une centrale à gaz et au charbon, notamment le renouvelable et nucléaire. Au-delà d'un certain seuil de prix déterminé, les producteurs d'énergie devront donc rendre la différence par rapport au prix du marché afin de récupérer la rente considérée comme injustifiée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ai fait un magnifique graphique. Vraiment, c'est la première fois que je fais un graphique comme ça, donc j'espère qu'il va vous plaire, qui va vous expliquer un petit peu c'est quoi le principe. Donc, il y a grosso modo 3 sources d'électricité en Europe. Voilà. Tu as les énergies renouvelables, le nucléaire et le gaz. Bon, tu as aussi l'hydraulique et de charbon, un peu les trucs comme ça, mais on va juste prendre ces 3 exemples-là. Ils ont une particularité, c'est que le coût du mégawattheure de chacune de ces énergies est totalement différente. Par exemple, les panneaux solaires ou les éoliennes, une fois que c'est mis en place, ça produit de l'énergie quasiment gratuitement. Il faut juste entretenir les trucs, mais ça coûte pas très cher. Du coup, il y a du vent et ça permet de produire à peu près à 30 € le mégawattheure. Le nucléaire, pareil, c'est des immenses structures, mais ça produit tellement d'électricité constamment qu'au final, le prix du mégawattheure, il est constant et il coûte à peu près 50 €. Sauf que le problème, c'est que évidemment, avec les sanctions, il y a les prix des gaz qui ont explosé et qu'aujourd'hui, les usines à gaz, elles tournent plutôt autour de 600 € le mégawattheure, puisqu'il faut importer du gaz, et vu qu'il n'y a plus de gaz russe, c'est du GNL, et il y a la spéculation là-dessus. Et puis tu as tous les pays, genre le Qatar, les États-Unis, la Chine, qui se font un blé monumental là-dessus, ils font monter les prix à fond, et nous, on laisse faire, évidemment. Bref, et du coup, ça coûte 600 € le mégawattheure. Sauf que le problème, c'est que le secteur énergétique en Europe a été libéralisé avec des lois à la con. Du coup, on se retrouve avec des acteurs privés qui ont les moyens de production électrique et aussi la nécessité de faire de l'électricité une marchandise. Et vu qu'elle doit être une marchandise, il faut qu'elle soit unifiée avec un seul et même prix. Tu n'as pas le prix des énergies renouvelables, le prix du nucléaire, le prix du gaz, c'est tous le même prix, c'est le prix de l'électricité. Sauf que le problème, c'est que ce marché-là, il doit être capable de produire l'électricité au moment où il le faut, notamment sur les pics de consommation. Et pour ça, il faut convaincre du coup des entreprises qui possèdent ces moyens de production électrique, ces usines à gaz, de lancer leur usine à gaz à ce moment-là. Et pour les convaincre de ça, vu que ce sont des entreprises privées, le seul moyen qu'on a, c'est d'élever le prix de l'électricité pour que ce soit rentable pour eux. Parce qu'imaginons qu'on fixe un prix d'électricité à 50 € le mégawattheure, mais qu'on reste avec un système libéral avec des entreprises privées. Ça veut dire que les énergies renouvelables, eux, ils vont produire parce que, bon, ils s'en foutent, ouais, ils vont entretenir leur truc parce qu'ils font encore de la marge. Le nucléaire, bon, pas trop, mais ils vont peut-être continuer parce qu'ils se font un tout petit peu de marge. Mais sauf que le gaz, ils vont perdre 550 € par mégawattheure produit. Donc en fait, ils ne vont pas vendre à perte, ça n'a aucun sens pour une entreprise privée. Donc ils sont obligés de ramener ça à 600 € là où ça leur est profitable. Et donc mécaniquement, quand le nucléaire produit pour 50 € le mégawattheure et le vendent à 600 € vu que c'est un prix unifié, ils se font 550 € de marge par mégawattheure. Et pareil pour les énergies renouvelables, ça se fait du coup 570 € de profit au mégawattheure. C'est pour ça que techniquement et normalement, la France devrait se faire des lingots d'or si elle n'avait pas libéralisé le secteur des fournisseurs d'électricité. S'il n'y avait pas ce principe de merde de l'Arenh et tout ça, on pourrait largement financer énormément de choses puisque le prix nous est ultra favorable. Et donc l'idée, c'est de prendre toute cette partie-là qui correspond à des profits qui sont indus, c'est-à-dire toute la marge des 550 € du nucléaire à des 577 €, ça va partir dans les caisses de l'Union européenne et dans les caisses des États membres qui vont pouvoir investir dans des plans pour que les gens puissent avoir de l'électricité et du gaz et pour que l'industrie puisse continuer à produire des trucs malgré les prix qui s'envolent. En gros, c'est un peu ça l'idée et ça ressemble un petit peu, pas totalement, mais ça ressemble à ce qu'on a vu en Espagne et au Portugal. Sauf qu'il faut être vigilant parce qu'encore une fois, est-ce que cette taxe va être totale ?
On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont prendre tous les profits ou alors qu'une partie des profits? On ne sait pas. Est-ce que ça va être tellement compliqué, comme ils le font d'habitude, qu'en fait, il va y avoir des niches et des arrangements pour que les multinationales puissent quand même garder leur pognon indu qu'ils ont fait grâce à leurs énergies renouvelables, leur nucléaire, etc. Est-ce que ça va être rétroactif par rapport aux dizaines de milliards que l'industrie de l'énergie s'est déjà fait avec la montée du prix du gaz, etc. Est-ce qu'on va se prendre ce pognon-là ou est-ce qu'il est définitivement perdu? Et surtout, quand est-ce que ça va être mis en place, ça? Parce que la Commission européenne dit il faut faire ça, mais putain, l'Union européenne, on les connaît, quoi. Je veux dire, au moment où ils ont une idée et au moment où il faut le mettre en place, ça prend du temps quand même. Ça prend du temps, surtout que tu vas avoir des intérêts un peu contradictoires entre chacun sur la fixation des prix, sur le fait que certaines entreprises concernées vont être des entreprises nationales et d'autres du privé. Et du coup, ça va pas être le même rapport entre les pays, donc il va y avoir des négociations, donc ça va prendre du temps. Et ça devrait normalement pas être un problème que ça prenne du temps, sauf qu'encore une fois, vu que c'est au dernier moment, en fait, l'hiver arrive. Et donc, l'hiver arrive avec sa crise économique et ça peut faire mal, quoi. Et surtout, l'impression que ça donne, quoi, c'est qu'ils ont attendu vraiment le dernier moment pour faire ça, pour être sûr que les entreprises privées puissent se faire un maximum de pognon. Ils ont laissé le plaisir durer pour être sûr que les États perdent des milliards dans cette affaire. Et là, c'est encore une fois, c'est débile, quoi. C'est pas gouverner, c'est pas prévoir, c'est juste improviser, quoi. Et c'est là où on se rend compte aussi que, au sein du capitalisme, maintenant on utilise ce mot-là au Canada, c'est qu'il y a toujours des rapports de force entre, par exemple, les grosses entreprises énergétiques qui veulent un maximum profiter de la situation pour se faire du fric, et les intérêts des États qui, derrière, voient bien qu'en fait, il y a un énorme manque de pognon, qu'il y a une énorme crise économique qui se profile, et qui aussi ne régule pas un minimum le truc qui va se péter la gueule. Donc en fait, là, la Commission européenne, elle ne vient pas en mode « on va rétablir la justice là-dedans », c'est non, on va réguler parce que tout est en train de se péter la gueule, mais on ne change pas le système en soi. On ne change pas le système en soi. On régule, mais on ne remet pas en question. Sauf que ça pose toujours le problème de savoir est-ce qu'il y aura suffisamment d'énergie? Est-ce qu'il y a une transition énergétique qui va être faite? Comment est-ce que la sobriété énergétique dont il parle tout le temps, comment est-ce qu'elle va être mise en place, etc., etc. Ça ne répond pas à cette question-là. C'est juste une taxe qui va être ajoutée, mais tu n'as pas une réponse politique, tu n'as pas une réponse économique au problème qui est posé. Et ça montre bien comment l'Union européenne et les États néolibéraux ils fonctionnent. On a l'impression qu'en ce moment, l'État ne fait que gérer une succession de crises toujours plus graves les unes que les autres, sauf qu'en réalité, les crises, elles arrivent puisque rien n'est anticipé. Si ça avait été organisé, il n'y aurait pas eu une telle crise aujourd'hui. Et pareil avec le Covid-19, tu vois, t'as un virus, il tombe du ciel, bon, c'est la vie, quoi. Mais tout le problème qu'on a eu avec les hôpitaux, avec les masques, avec les vaccins, etc., c'est des problèmes qui sont politiques. Mais vu que l'État aujourd'hui refuse d'organiser réellement l'économie et qu'il laisse les pires financiers organiser tout ça, évidemment, tout se pète la gueule. Et au moment où la réalité revient s'imposer sur le milieu de la finance, en disant regardez il y a un virus ou regardez il y a une crise énergétique parce qu'il y a la guerre, etc. Là en fait ils se retrouvent incapables de gérer puisqu'en fait ils ont détruit tous les outils qui leur permettaient de gérer cette situation là et ils ont rien prévu. Je veux dire, pour organiser sur des années la privatisation de la SNCF ou des retraites, là il y a des cabinets de conseil, il y a des millions qui sont investis, là il n'y a pas de souci. Par contre, pour gérer convenablement et pour revenir un petit peu en arrière sur toute la libéralisation du marché des énergies, là il n'y a personne. Il n'y a personne. Et encore une fois, là, ils parlent de taxes et tout ça, mais je vais passer pour radical, mais en fait, non, c'est juste parce que la télé nous matrix sa gueule. Mais je veux dire, il n'y a pas si longtemps, il y a 10-20 ans, en fait, l'énergie, elle était pas privée, elle était gérée par les États en grande majorité. C'est l'Union européenne qui a imposé cette libéralisation. Donc pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas sur cette libéralisation en réquisitionnant, parce que c'est une putain de crise économique qui est en train de se passer, en réquisitionnant toutes ces entreprises-là et en mettant les responsables de ces entreprises devenues des entreprises publiques autour de la table en disant les frérots, là, on a des problèmes énergétiques, résolvez-les. Alors je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais au moins on va pouvoir les poser. Et surtout, on n'aura pas le milieu de la finance qui va s'interposer là-dedans et qui va rajouter des problèmes en surspéculant sur un prix de l'énergie, etc., etc. Parce qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, c'est que si, par exemple, les prix de l'électricité augmentent, c'est pas parce qu'il y a un problème de production électrique, sinon il y aura des coupures de courant, c'est parce que les marchés anticipent la merde à venir. Mais du coup, ça nous fout dans la merde maintenant et ça nous empêche d'anticiper l'avenir. Tu vois, c'est un peu bizarre comme principe. Donc pourquoi est-ce qu'on réquisitionne pas ces entreprises, sachant que ça va pas faire pleurer dans les chaumières, d'accord? Tout le monde s'en fout que Total soit privé ou public. Par contre, tout le monde est concerné quand la facture d'électricité va être multipliée par 2 ou par 3, quand le gaz va être multiplié. Là, ça va mettre des millions de personnes au chômage et dans la misère. Et ça fait pleurer dans les chaumières. Et comme ça, enfin, on va pouvoir prendre la main sur les réels bénéfices que se font ces entreprises, sans passer par des taxes à la con, sans passer par des lois qui seront super compliquées à mettre en place et qui arrivent en retard. C'est nos entreprises, les bénéfices, on les investit où on veut, là où c'est légitime, et enfin, on organise les choses. Et il y a un troisième point après, c'est les garanties
public. Et après, tu as un quatrième palier. Donc, la Commission veut assurer la liquidité sur les marchés des contrats à terme et permettre aussi aux énergéticiens de continuer à opérer. Les États seraient autorisés, moyennant une adaptation des cadres de aides d'État, si tu veux, à accorder des garanties publiques en mesure de rassurer les banques. Puis après, ils parlent des trucs, mais bon, on s'en fout un peu. Alors, de quoi ils parlent? Donc, je vais essayer de résumer un peu ce qu'ils disent, parce que c'est un sujet très important, mais qui est aussi assez complexe à comprendre et que moi-même, je n'ai pas compris toutes les subtilités. J'ai compris grossièrement. Il y a un article du Monde qui s'appelle « L'industrie électrique agite le spectre d'un Lehman Brothers », cette faillite qui va entraîner une débâcle, et qui explique comment est-ce que les régulateurs de marché au niveau du marché des énergies européens, vont peut-être se péter la gueule suite à l'augmentation des prix, des trucs comme ça. Et du coup, il y a un aspect qui est propre au fonctionnement du marché, qu'on va pas trop aborder ici. Mais en gros, c'est toujours le problème en fait du marché des énergies européens. C'est que c'est ce marché-là qui régule la production électrique. C'est ce qu'on a vu avec le problème, par exemple, du prix de l'électricité qui doit être fixé au niveau du gaz, sinon les entreprises de gaz ne veulent pas fonctionner. C'est un peu le même délire. Vu que c'est eux qui organisent la production électrique et la distribution électrique, on n'a pas le choix. Il faut absolument que ce marché tienne et que les entreprises continuent à faire des échanges de titres de propriété électrique de machin, même si ça paraît absurde, même si c'est une abstraction, que c'est que de la finance. Concrètement, c'est ça qui organise les choses. On est dans une situation assez particulière où tu as des entreprises, notamment des centrales à gaz allemandes par exemple, qui normalement produisent de l'électricité et émettent des titres de propriété électrique, qui se retrouvent aujourd'hui dans la merde puisqu'ils n'ont plus de gaz, donc ils ne produisent plus d'électricité et plus de titres de propriété. Sauf que ces entreprises-là, ils ont des clients. D'accord ? Il faut absolument qu'ils trouvent des titres de propriété, sinon ils se font flinguer par le régulateur énergétique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent eux-mêmes acheter des titres de propriété électrique sur le marché. Et là, avec les effets de spéculation, les prix, ils augmentent. On est arrivé à 1 000 € le mégawattheure en août 2023. Enfin, tu sais, ça pète un câble, c'est les prix de l'électricité. Donc, des entreprises qui sont censées se faire énormément de pognon et produire de l'électricité se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'acheter de l'électricité qu'ils ne produisent pas à un prix effarant. Sauf que, évidemment, ces entreprises-là, elles n'ont plus de bénéfices. Donc, en fait, elles ne peuvent plus acheter ce genre de titre de propriété. Mais si elles n'en achètent plus, c'est tout le marché qui va être dérégulé parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont ces entreprises-là qui sont censées réguler les choses. C'est là une des contradictions, tu vois. C'est le capital, il veut absolument qu'on augmente encore le prix de l'énergie, mais sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour les payer. Et là, tu as une contradiction et c'est là où l'État intervient pour essayer de réguler tout ça. Donc, il faut que ces entreprises-là, qui ne sont plus rentables du tout et qui ne vont pas l'être avant des années et des années, parce que c'est pas sûr qu'on retrouve du gaz russe, il faut qu'elles arrivent à trouver des liquidités pour pouvoir acheter ces titres de propriété, pour les réémettre, pour faire marcher le marché, littéralement. Et pour ça, il faut qu'ils fassent des emprunts bancaires. Sauf que les banques, elles vont pas filer du fric à de telles entreprises, ou alors avec des taux d'intérêt immenses, puisque évidemment, elles se pètent la gueule et rien ne dit que ça va marcher un jour. Donc c'est là où les États interviennent en disant, les banques, prêter du pognon à nos entreprises et en échange, on se porte garant. Si elles se pètent la gueule, nous, on va payer. On est donc dans un système où le marché est en train de faire effondrer la production électrique, qu'il met dans des contradictions insurmontables. Et pour compenser ça, on ne règle pas le problème en soi, on met juste la garantie de l'État, c'est-à-dire nous, le contribuable. Parce qu'au final, c'est pas l'État qui va payer la banque si l'entreprise de gaz s'effondre. D'accord, c'est nous, c'est nos impôts qui vont faire ça. Et là, encore une fois, on est dans un fonctionnement néolibéral, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo électricité, où c'est pas forcément seulement le marché qui décide, c'est le marché qui est constamment préservé, même de ses contradictions, et c'est l'État qui va se porter garant pour que tout ça continue, alors que si on laissait faire, en fait, tout se pèterait la gueule. L'État est mis au service des financiers. C'est ça le néolibéralisme. Et le pire dans cette histoire, c'est que là, pour le moment, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème d'électricité. C'est que le marché qui spécule et qui crée des problèmes de liquidité qui ne devraient pas y avoir à la base. On devrait pouvoir, là, être encore dans le calme. Et c'est cet hiver que ça va être galère, parce que c'est cet hiver où on va avoir des problèmes techniques. Mais là, on est en train de régler des problèmes comptables au lieu de régler des problèmes économiques. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on laisse le marché décider, au lieu d'organiser nous-mêmes les choses. Je le dis souvent, mais c'est vraiment l'opposition qui est important à comprendre là-dedans. Eux, ils gèrent juste du pognon pendant que normalement, on devrait gérer l'économie. Et le problème aussi, c'est que en fait, c'est pas la première fois que les États ils utilisent cette carte de se porter garant. Ils l'ont fait pour la crise de 2008, ils l'ont fait pour la crise du Covid, ils le font en permanence pour le FMI, et là, ils vont le faire pour la crise énergétique liée aux sanctions. Et donc, c'est bien de faire ça, sauf que l'État s'endette de plus en plus, il se porte garant de choses qui sont de plus en plus
pas fiable du tout, et qu'il se trouve que l'Allemagne se trouve dans une position où ils vont peut-être s'effondrer économiquement cet hiver parce que toute leur industrie va se péter la gueule. Et si l'Allemagne s'écroule, c'est toutes les garanties qu'elle avait portées pour la crise de 2008, pour le Covid, pour le FMI et pour la crise énergétique qui vont aussi se péter la gueule. Et là, on est donc face à un effondrement systémique potentiel du système financier. Parce que si les États ne peuvent plus se porter garant puisqu'ils se sont pétés la gueule et qu'ils se sont endettés à en crever, en fait, qui va le faire ? Qui va le faire ? Parce que l'Union européenne est basée sur les pays européens, parce que le FMI est basé sur les pays européens. En fait, on est au bout du cycle là. Ça pouvait marcher quand c'était qu'une crise financière, quand c'était qu'une crise comptable. Sauf que là, on est dans une crise énergétique réelle qui va mettre à terre l'industrie en Europe. Il est possible que face à nous, la plus grosse crise qui arrive, ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la crise énergétique, c'est la crise financière. Et ça, on en avait parlé dans la vidéo du FMI, où c'est encore une fois, notamment les États européens, qui se portent garant des prêts qui sont faits à des pays pauvres. Et on avait parlé de l'exemple du Sri Lanka. Sauf que le problème, c'est qu'avec la crise énergétique, avec le réchauffement climatique, avec les pénuries, avec les famines, avec les mouvements sociaux, etc., en fait, tu as plein de pays qui vont ne pas du tout rembourser leurs dettes. Donc le Sri Lanka fait défaut sur sa dette. Il est possible par exemple que le Pakistan fasse défaut sur sa dette. Il est possible que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne fassent pareil. Donc là, ça veut dire que en fait, le FMI ne va plus avoir de thunes pour pouvoir réguler les faillites des États. Donc plus rien ne va empêcher ce système-là de s'écrouler, sauf l'intervention des deux gros pays qui se font aujourd'hui énormément de fric et qui ont aujourd'hui les monnaies les plus fortes, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir un basculement, c'est-à-dire que la crise financière va mettre à plat les institutions comme le FMI, et il va y avoir les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre qui vont se positionner en mode « nous, on est les seuls à avoir une industrie et une armée suffisamment forte, suffisamment stable pour attirer les investisseurs, pour attirer la confiance ». C'est pour ça que tu as énormément de gens qui investissent dans le dollar aujourd'hui et qui délaissent la livre sterling ou l'euro, parce que eux, ce sont des investissements stables, quoi qu'il arrive, alors que l'Europe est en train de se péter la gueule. Donc là, on va passer d'un système qui était géré, entre guillemets, de manière internationale avec le FMI et tout ça, malgré le fait que ce soit Washington, etc., mais bon, c'était quand même géré un peu de manière internationale, à des trucs qui vont être beaucoup plus bilatéraux. Donc c'est possible que après cette crise économique-là, la crise financière, les États-Unis viennent toquer à la porte de l'Europe pour apporter des solutions, c'est-à-dire des liquidités, des dollars. Alors il reste un dernier truc qu'on n'a pas vu sur l'article des Échos, c'est plafonner le prix du gaz russe. En gros, l'idée c'est de dire à la Russie, on ne va pas acheter votre gaz à plus que tel prix, quoi. On va plafonner le prix du gaz. Sauf que on peut plafonner la vente d'électricité, par exemple d'EDF, parce que ce sont des entreprises publiques qui appartiennent à la France, tu vois, donc on peut plafonner ces prix-là. Par contre, on ne peut pas plafonner les prix d'un pays avec lequel on est en guerre économique et militaire. On ne peut pas faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner un ultimatum à la Russie en disant « Nous n'allons de toute façon, quoi qu'il arrive, pas acheter votre gaz au-dessus d'un tel prix », qui est d'ailleurs un prix en rouble maintenant que la Russie a imposé. Ce qui fait que ça va être la Russie qui va décider. Soit le prix est suffisamment haut pour que ça leur soit encore profitable, ils vont continuer à revendre du gaz, et du coup, cette marge de profit, selon la rhétorique européenne qu'on va reprendre là pour le plaisir, ça va être réinvesti dans la guerre, parce que concrètement, c'est ça qui se passe aussi. Hein. Ou alors, le prix il va être trop bas, et du coup, la Russie ne va avoir aucun intérêt à exporter le gaz là-bas, et du coup, en fait, ils vont pas exporter. C'est ça qui va se passer. Donc, dans les deux cas, en fait, on est un petit peu dans la merde. Mais c'est toujours mieux que de le vendre à prix du marché, avec les prix qui s'enflamment. C'est clair. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait que maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on fait que maintenant ce plafonnement des prix ? Alors qu'au moment où on a fait les sanctions, la Russie n'avait pas totalement orienté son industrie du gaz vers la Chine. Donc ils étaient obligés, eux aussi, ils étaient contraints de vendre du gaz à l'Europe. Donc là, à ce moment-là, on aurait dû plafonner en disant « Vous êtes obligés de nous vendre le gaz, nous on ne va pas l'acheter plus cher que ça ». Sauf qu'en fait, la Russie a profité que tout était libéralisé, que le prix était imposé par le marché pour se faire des profits colossaux avec le gaz. Et même, c'est un peu plus subtil que ça. Tu as un article du Monde qui dit, en gros, c'est que la Russie a exporté 4 fois moins de gaz en 2022 qu'en 2021, et pourtant, elle a fait exactement les mêmes bénéfices à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a essayé d'imposer des sanctions, enfin, nos dirigeants, ils ont essayé d'imposer des sanctions, mais à moyen terme, et la Russie, elle a dit à court terme, nous, on va tourner le robinet, on va le fermer pour faire en sorte que de baisser à maximum les exportations de gaz tout en garantissant nos bénéfices. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé, nous, dans une situation où on n'avait plus de gaz, mais on a dépensé autant pour avoir le peu qu'on a, et la Russie, elle a pu investir tout ce pognon là où elle voulait. Et la Russie, elle a pu investir tout le pognon dans la guerre, mais aussi dans la transition énergétique vers l'Est. Donc en fait, on a laissé pendant 6 mois la Russie gérer le game comme elle le voulait, et maintenant qu'on n'apporte quasiment plus de gaz russe aujourd'hui en Europe, c'est maintenant qu'elle essaye de faire les gros bras en disant « on va plafonner les prix, les machins, les trucs ». Bah non.
Bah non, fallait faire ça il y a 6 mois, là ça sert plus à rien de faire ça. C'est débile de faire ça. Encore une fois, c'est une preuve d'impuissance. Ils ont été incapables de négocier avec la Russie à ce moment-là pour éviter justement ce qui s'est passé, la fermeture du gaz et le maintien des bénéfices de la Russie. Donc deux solutions, soit ce sont des gens très mauvais, du coup ça dégage, soit c'était impossible de faire ce rapport de force-là, du coup ça remet totalement en question les sanctions. Est-ce que les sanctions étaient véritablement une bonne chose à faire si, à côté, on ne pouvait pas empêcher la Russie de se faire du pognon malgré ces sanctions-là? Vraiment, on a l'impression d'avoir en face de nous des enfants qui n'arrivent pas à planifier à long terme et qui ne font que improviser et qui essayent de faire des coups de communication en fonction de machin, mais en fait non, ça se voit qu'ils sont faibles, ça se voit qu'ils ne savent pas organiser les choses et nous on va payer le prix de cette incompétence-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de débats quand je dis incompétence, parce qu'il y en a qui sont, oui, ils sont très compétents à satisfaire les profits de quelques-uns, oui, mais ils ne sont pas compétents à satisfaire nos intérêts et on le voit là, du début jusqu'à la fin, ils ont chié. Ils ont chié sur la crise en Ukraine depuis 2014. Ils ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, on paye le prix de ça. Bref, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire, grosso merdo, sur ces déclarations au niveau de la Commission européenne. Alors, cette vidéo était peut-être un peu technique, était peut-être un peu plus longue, mais n'hésite pas à dire si ça te plaît, ce genre de choses, parce qu'on essaie de faire des vidéos qui sont un peu faciles, qu'on peut partager, tout ça. Et là, on essaye aussi de faire des vidéos qui vont un peu plus en profondeur. En tout cas, l'impression que ça me donne, moi, cette histoire, et ça depuis pas mal de temps, c'est qu'en fait, nos dirigeants, c'est des comptables. Vraiment, c'est des comptables. Ils regardent leur livre de compte et ils essayent de placer les chiffres en fonction de machin. Mais ils sont incapables de faire autre chose que gérer le capital, que gérer le pognon. Et ils le font mal en plus. Ils sont incapables de se dire, OK, on a un problème économique, on va le résoudre en construisant des usines, en employant des gens, en faisant en sorte de revenir sur la libéralisation, en remettant en question les dogmes qui nous ont foutus dans cette situation. Ils sont incapables de prendre d'autres décisions que faire des taxes ou ce genre de choses. Et ça, c'est pratique quand tu veux essayer d'augmenter le bénéfice de certaines multinationales, mais quand tu es face à des problèmes aussi complexes que la pénurie énergétique, en fait, tu as des murs en face de toi qui sont irrésolvables, avec juste des petits coups comme ça de comptabilité. Et donc là, ce qu'ils font, c'est que l'État intervient non pas pour changer le système qui déconne, mais pour faire en sorte que les contradictions à l'intérieur de ces systèmes-là s'atténuent un peu pour qu'ils puissent continuer à faire de la merde. Il n'y a pas de radicalité par rapport à la situation. Et ce manque de radicalité-là, ça va faire mal, ça va faire très mal. Un vrai gouvernement aurait dû sortir du marché de l'énergie européen, aurait dû nationaliser toutes les entreprises énergétiques et aurait dû organiser les choses, prévoir les choses, avoir un plan. Avant toute émission de sanctions, avoir un plan. Et c'est pas ce qui a été fait. Et le problème, c'est que les médias là, qui sont parfaitement compétents pour raconter n'importe quoi sur la reine d'Angleterre, vont être totalement incompétents pour expliquer ce que j'ai fait là. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très calé en économie, je suis pas tu vois. Mais en fait, ça ne va pas être fait, ce travail-là. Et du coup, toutes ces annonces-là qu'on a vues, qui ont été résumées par les Échos, elles vont être résumées juste en slogan de campagne, elles vont être résumées en communication, qui vont être partagés par tous les médias, mais jamais on va rentrer dans les détails, dans les contradictions, dans pourquoi est-ce que c'est de la merde, malgré le fait qu'ils ont fait ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle et qu'il faut être conscient aussi que plus ils vont faire de la merde et plus ils vont être incapables de se remettre en question et plus les médias vont être incapables de décrire pourquoi est-ce que c'est la merde, plus il va y avoir une déconnexion entre nos élites politiques et médiatiques et nous. Et c'est sur cette déconnexion-là qu'il faut jouer parce qu'évidemment, il faut qu'on arrive à se mobiliser, à agir politiquement pour essayer de réguler tout ce bordel. Parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et ce n'est pas nos dirigeants aujourd'hui qui vont défendre les intérêts nationaux, les intérêts populaires. Donc il faut y aller, il faut appuyer sur ces contradictions. Et le seul moyen, c'est de comprendre ce qui se passe. Et donc, canard quoi, canard. Après, on n'est pas les seuls. En vrai, on n'est pas les seuls. Mais on essaye de faire le boulot. Donc, si t'aimes bien, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Tous les youtubeurs disent ça, mais c'est qu'il y a une raison. Ça permet à l'algorithme de mettre en avant les choses. Et du coup, il faut s'amuser un peu avec ça. On sait que c'est un peu ridicule, mais il faut s'amuser avec ça vu que c'est là. Donc, on va bientôt revenir avec 3 grosses vidéos sur l'international, sur les médias, sur la crise de la liquidité, etc. Et puis, on verra ce qui va se passer. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.